Donc, ce qui s'est passé, ce qui se passe dans les premières semaines, les premiers mois de la vie, et qui génère, comme disait Bowlby, un certain pattern d'attachement, de lien d'attachement, va générer grosso modo 3 types de personnalités. Un premier type de personnalité qu'on appelle dans notre jargon théorique, en analyse bioénergétique, le caractère oral. Mais vous voyez bien que Freud, je ne sais plus exactement en quelle année, 1908 je crois, a essayé d'écrire un article sur le caractère oral. Il y a un article qui s'appelle le caractère oral, et je ne sais plus très bien le reste du titre. Mais il n'y est pas arrivé, il a abandonné son développement théorique en termes de caractère qui devait impliquer autant l'espace psychique que l'espace corporel, parce qu'il n'était pas du tout du côté du corps, ça ne l'a jamais intéressé fondamentalement. Alors le caractère oral. Le caractère oral, ou la personnalité orale, c'est la personnalité qui s'est structurée à partir d'une chronicisation d'un comportement chronique hyperactivé. Le bébé développe des réponses d'hyperactivation à l'égard de sa figure d'attachement, je veux dire sa mère pour faire plus simple. Par exemple, il fait « Ah », sa mère ne répond pas. « Ah », répond toujours pas. « Ah », elle répond pas. Puis « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Vous voyez, ce bébé a dû entrer dans une hyperactivation émotionnelle et commencer à pleurer et à gigoter pour qu'elle s'en rende compte. Alors, par exemple, ça peut être une maman dépressive. Donc elle est autre part. Elle n'est pas vraiment dans cette relation présente. Il faut mettre le paquet pour qu'elle réagisse et elle réponde. C'est un exemple. Mais donc, ça va se passer plusieurs fois par jour, et ça va passer tous les jours, et ça va durer comme ça pendant très longtemps. Donc ce bébé, eh bien, il finit par se chroniciser dans cet état d'hyperactivation. Il n'y a que comme ça qu'il obtient une réponse. Donc il est hyperactivé émotionnellement, ce bébé, puis il va le devenir hyperactivé au niveau psychique, et penser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors, ah oui, donc je vais à ma séance de thérapie demain, comment je vais m'habiller? Ah non, parce que si je m'habille comme ça, il va penser quoi? Ah non, donc il faut... Vous ne pouvez pas imaginer. C'est ça. Et puis je m'assieds, mais ah non, croiser les jambes, faut pas, là, il faut que je respire, ah oui, il faut que je respire, là. Vraiment, c'est l'hyperactivation. Et donc on a envie de dire, tu calmes, prenons le temps, bon, il n'y a pas d'urgence. Non, pas du tout. Donc, ce bébé hyperactivé, qui est maintenant devenu un adulte, qui est toujours hyperactivé, a les 2 pieds sur l'accélérateur. Il sait structurer, pas qu'au niveau psychique, il sait structurer au niveau émotionnel, il sait structurer au niveau corporel dans cette hyperactivation. Et bien sûr que c'est épuisant, c'est extrêmement fatigant, et c'est pour ça souvent que ces personnes qui ont ce type de personnalité peuvent présenter fréquemment des caractéristiques dépressives. Fatigué, toujours fatigué. Évidemment, ce pauvre système organique qui est dans l'accélération constante, qui ne se repose quasiment jamais, qui pense même la nuit, c'est épuisant. Deuxième structure de personnalité qui va se développer, c'est ce bébé qui est dans cet autre schéma d'hypoactivation. Qu'est-ce qui l'amène à se situer dans cette hypoactivation et ce figement? Le rejet.
ce qu'il éprouve comme un rejet de la part de sa figure d'attachement. Alors si vous l'interrogez, la maman par exemple, elle dira « mais non, ou alors je ne m'en rends pas compte ». Non, je parle bien de ce qu'éprouve le bébé. Ce n'est pas forcément un rejet intentionnel de la part de cette maman, mais le bébé le trouve comme intentionnel. Par exemple, il se réveille, il a faim, arrête! Vous imaginez ce qu'un petit bébé, attends! Avec cette voix, ou le regard noir qui tue, vous savez. Ou bien, pire encore, elle le prend, elle dit, tu arrêtes un peu. Un bébé éprouve ça comme une menace énorme pour son organisme qui est déjà si peu intégré. Et donc, dans ces micro-situations, micro-traumatiques répétitives qui génèrent chez l'enfant cette réponse parasympathique dorsale de figement, ceci, peu à peu, je parle là du trauma cumulatif. Vous comprenez? Le trauma de l'attachement est un trauma cumulatif. Ce n'est pas « il y a un trauma qui crée », non. C'est la répétition continuelle de micro-traumas qui constitue le trauma. Et donc ce bébé, ça génère en lui une réponse de frein. Il freine à mort. Il freine à mort parce que, au lieu de se sentir rejeté et donc en état de détresse, ce qu'il ne peut pas autoréguler, un bébé ne peut pas tout seul autoréguler son état de détresse. Il débranche. Ok, si c'est mieux pour toi, alors je me détache. Je me détache émotionnellement de toi, je ne te demande plus rien. Et ça marche. Et ça marche. Il est émotionnellement détaché, et là, tout va bien. Et d'ailleurs, plus tard, on dira, oui, il était indépendant extrêmement tôt. C'est pas indépendant, il était détaché. C'est très différent. Mais plus tard, il nous arrive en thérapie, il s'assied, bonjour, bonjour. Puis, je vais un peu faire une caricature, mais puis silence s'installe. Puis, il ne vous regarde pas, ou très peu, ou alors c'est vraiment très fugace. Alors, pour un moment, vous dites, pourriez me dire, qu'est-ce qui vous amène ici? Ouais, enfin, ouais, ça va pas. Il y a une mouche qui passe, qui regarde. Et vous avez le sentiment, et puis peu à peu il est là, vous avez le sentiment que, bien sûr qu'il a fait l'effort, donc il attend quelque chose. Mais il ne se relie pas à vous. Et ça m'a si souvent donné l'impression de quelqu'un qui est arrivé, qui s'est assis dans un hall de gare, il voulait prendre un train. Mais une fois arrivé dans le hall de gare, il avait déjà fait ce pas qui était le seul pas qu'il pouvait faire, il ne pouvait plus que regarder les trains qui passent, sans en prendre aucun. Et donc c'est au chef de gare d'aller le chercher, de faire des pas, de créer le lien, de recréer ce lien d'attachement, d'être base de sécurité, pour lui ou pour elle. Et donc, ce patient ou cette patiente qui sera là, vraiment à un niveau non verbal, qui est vraiment lié à la qualité de présence du thérapeute, à sa posture, son rythme respiratoire, sa manière de vous regarder, le rythme de ses mots, peut-être le calme relatif qu'il a, mais en même temps l'humanité dont il témoigne. Peut-être que, là encore, grâce à la répétition, il faudra être patient parce que peu à peu, peut-être que ce patient ou cette patiente va commencer en retour à donner quelques signes de vie, jusqu'à s'attacher. Et donc jusqu'à créer ce lien thérapeutique d'attachement mutuel, réciproque, qui est générateur de nouveau de vie, d'échange. Et puis il y a cette troisième possibilité que j'ai évoquée aussi,
qui est que ce bébé n'a pas eu une figure d'attachement qui avait la même attitude constante. Soit il fallait l'hyperactiver, mais elle répondait, sans jamais rejeter, soit elle rejetait, c'était clair. Non, cette fois-ci, elle est imprévisible. Ça, c'est bleu. Oui, c'est bleu. Mais non, c'est rouge. Je vois, tu m'as dit bleu, mais tu vois pas qu'il y a un petit filet rouge? Ou bien, vous savez, ce double langage, je t'aime. Alors, il y a un langage verbal, et puis il y a un langage postural, mimique, mimétique. Qu'est-ce que je dois croire, moi, bébé, petit enfant, dans ce double langage? Et donc, je ne peux ni m'hyperactiver parce qu'à un moment donné, elle dit « ça suffit », ou il dit « ça suffit », ni m'hypoactiver, donc me retirer de la relation parce que c'est ça qui calmerait tout, parce qu'ils se mettent à me dire à un moment donné « mais qu'est-ce que tu fais tout seul dans ton coin, mais viens, oh, je t'aime ». Et surtout, et tu l'aimes ta maman, hein? Donc, ce petit enfant ne peut choisir aucune des deux stratégies, ni d'hyperactivation chronique pour obtenir ce qu'il veut, ni d'hypoactivation pour geler tout et être tranquille. Non. Il est continuellement entre les deux. Il ne peut pas construire donc un système de défense cohérent. Et donc, il est dans ces tentatives non cohérentes d'utiliser ceci, cela pour se protéger, pour se défendre, dans cette désorganisation, dans cette désorientation, en termes de lien d'attachement. Quand on observe à la crèche les petits-enfants qui sont état-limite et qui ont cette désorganisation et désorientation dans la relation, dans le lien, par exemple, leur maman arrive, et imaginons qu'il s'appelle Paul, donc elle arrive et Paul est en train de jouer, je crois, de jouer. Elle dit « Bonjour Paul » et il fait « Ah, ah ». Oui, bizarre, hein? Il dirige ses bras vers elle et son regard à l'inverse. Deux signaux. Alors, qu'est-ce qu'on doit croire? Qu'il a envie d'être dans les bras ou qu'il veut fuir? C'est les deux à la fois, il est juste perdu. Il ne sait pas. Donc voilà, en face d'une figure d'attachement imprévisible, inconstante, la difficulté de pouvoir construire soi-même un comportement qui soit suffisamment organisé, avec des rituels et avec une suffisante constante dans le lien à l'autre. Alors, quelle réponse thérapeutique? Donc, quelle réponse thérapeutique, bien sûr, hein, à ces trois types de traumas préverbaux de l'attachement. J'ai encore combien de temps? 2 minutes, ma mamie. Je vais essayer de faire vite. Je vais lire comme ça, je ne vais pas m'embringuer dans des... Hein? Oui? Bon. J'en ai pour, je pense, 10 minutes. Merci. L'abord verbal classique, privilégiant un processus du haut vers les bas, c'est-à-dire de la réflexion, de l'analyse, inclut la compréhension, voire l'interprétation, qui chercherait à avoir des effets régulateurs au niveau émotionnel et au niveau du comportement. Donc l'abord classique verbal n'est pas à la portée des patients traumatisés, de ces patients traumatisés. Car
Les souvenirs traumatiques ne sont pas encodés dans la mémoire autobiographique, épisodique ou traumatique. Mais ces souvenirs traumatiques, préverbaux donc, sont encodés dans la mémoire procédurale. Ce que je vous dis là ne sont pas des hypothèses, ce sont vérifiés par toutes les investigations qui ont été faites ces dernières années en neurobiologie, et utilisant également l'IRM fonctionnel pour montrer qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un réel patient qui travaille, bon, etc. Les techniques thérapeutiques descendantes, donc des processus de pensée vers le corps, visant la régulation des expériences traumatiques par le récit verbal, sont donc peu efficaces, car les souvenirs traumatiques encodés en mémoire procédurale échappent à l'éventuelle intervention cognitive. L'effort cognitif, l'effort de réflexion, l'effort de pensée peut inhiber, mais ne peut pas transformer et résoudre les expériences traumatiques. Elles réussissent peut-être à les inhiber, mais pas à les transformer. Là aussi, l'explication est de nature neurobiologique. Les processus cognitifs de réflexion, de pensée, offrent une possibilité limitée de changer les comportements car les effets produits par le cortex préfrontal, cette partie du cortex qui pense, donc les effets produits par le cortex préfrontal sur le système limbique qui éprouve les émotions, est très peu puissant. En effet, découverte là aussi, il y a bien moins de neurones qui vont de la direction du pensée, système orbitofrontal, vers l'éprouvé, système limbique. Bien moins de neurones qui vont dans ce sens que dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'émotion, elle affecte immédiatement la pensée, très importante, mais à l'inverse, la pensée affecte peu l'émotion. Or, quand on est dans une situation où ce qui a été vécu n'a pas pu se traduire par immaturité, par des représentations, ni évidemment par des images des mots, donc, ce qui est encodé à l'intérieur de soi échappe à cette activité orbitofrontale. Donc je peux penser, je peux raisonner, je peux chercher, je peux associer, je peux faire des hypothèses. Peut-être ce ne sera pas entièrement sans effet, mais ce sera un effet très limité. Donc les voies neuronales sont beaucoup plus abondantes du système limbique sous-cortical vers la pensée orbitofrontale que dans le sens inverse. Et deuxièmement, les systèmes émotionnels sont très peu dépendants des codages linguistiques, très peu dépendants de la représentation et de la réflexion. La représentation, la réflexion a peu d'effet sur le système émotionnel limbique, système limbique, hippocampe. Peu. Là encore, c'est confirmé par tous les travaux, les investigations, les observations qui ont été faites au niveau in vivo, en observant des cerveaux, en action. Donc la transformation de la vie sensori-émotionnelle par la pensée rationnelle est limitée. Elle n'est pas nulle, elle est très limitée. Donc, dit d'une autre manière, les processus cognitifs, la représentation, la réflexion, l'association, peuvent modifier les contenus de notre mémoire explicite, sémantique, mais pas les contenus de notre mémoire procédurale. Ne peut pas modifier ce qui s'est encodé et inscrit au niveau du corps et des patterns d'interaction avec les autres.
L'accent doit alors être mis sur un certain travail à la fois relationnel, corporel, énergétique corporel, avec sous la forme de 3 grands objectifs thérapeutiques. Premier objectif thérapeutique concerne la construction, reconstruction d'un lien d'attachement sécure. Dans les 3 cas dont j'ai parlé, hein, qui s'expriment sous forme de personnalité orale ou personnalité schizoïde ou personnalité limite, dans ces 3 cas, le lien d'attachement est un lien extrêmement perturbé. Et parfois, un détachement réel, un non-attachement à l'autre. Donc c'est le travail thérapeutique est un travail de construction, reconstruction du lien d'attachement. Ce lien d'attachement qui est, je le pense profondément, au fondement de la capacité de connexion sociale, c'est-à-dire de relations interpersonnelles et sociales. Sachant que la relation thérapeutique est le terrain même où une relation suffisamment sécure et régulatrice peut être expérimentée au long cours. Enfin, le patient qui n'a jamais pu expérimenter cela auparavant peut expérimenter dans sa thérapie cette relation sécurisante pour lui ou pour elle, au long cours. La construction de ce lien d'attachement thérapeutique, et au-delà qui deviendra un lien d'attachement social, une connexion sociale possible, repose sur l'acquisition de 6 propriétés fondamentales, qui sont les 6 propriétés fondamentales du lien d'attachement. 1. L'intentionnalité mutuelle. Avoir des intentions mutuelles, mais ça peut être l'intention de se regarder, des intentions très simples, mais des intentions mutuelles. 2. La synchronisation. Il faut être suffisamment synchronisé pour se sentir être l'un et l'autre dans ce lien. 3. La contenance. Il faut se sentir suffisamment contenu pour orienter ce qu'on a envie d'exprimer ou de dire. Et bien sûr, quand on parle de ta limite, par exemple, il lui manque de grandes capacités de se contenir. 4. L'accordage affectif. L'accordage est un concept qui a été créé par Daniel Stern. Hein, il en parle dans son livre sur... L'accordage affectif, qui est à la base de l'empathie, elle veut dire ce que tu m'exprimes, que tu éprouves, je me laisse l'éprouver. Je me laisse, en termes de résonance émotionnelle, l'éprouver. Et maintenant, grâce à mes neurones miroirs, j'en fais une photocopie et je sais. Et je te l'exprime. Et Stern découvre, en observant je ne sais combien de dyades mère-bébé, que les mères à peu près normales, jusqu'à l'âge de 6 mois du nourrisson, elles vont répondre sur le même mode au nourrisson. Si le nourrisson fait « ah », c'est vocal, elles vont répondre vocalement. S'il fait « c'est moteur, gestuel », elles vont répondre au niveau gestuel. Et donc le nourrisson qui a cette réponse miroir développe ces différents modes, est reflété, et c'est extraordinaire pour lui. Et ces mamans, sans le savoir, vers l'âge de 6 mois du nourrisson, elles changent de mode. Par exemple, il dit, elles font « oh, je crois que tu veux quelque chose ». Elles adoptent un autre mode. Et là, le bébé fait « c'est quoi ça ?» Elle me comprend, c'est vrai, elle répond exactement comme j'en avais besoin, mais en utilisant un autre mode. Et bien sûr que ça participe de la construction du bébé et ça initie ce processus de séparation-individuation. Alors non seulement corporellement, physiquement, on est différencié, mais voilà qu'émotionnellement aussi, et peu à peu psychiquement aussi. Waouh! Et Stern remarque que les mamans psychotiques continuent à répondre sur le même mode. Évidemment, ce qui crée pour le bébé qui vit avec elle
un problème de séparation-individuation et donc de conquête et développement de leur identité propre. Donc, accordage affectif. 5. Cinquième propriété, régulation des états sensori-émotionnels. Bien sûr que la figure d'attachement, elle doit réguler. Le bébé a très peu de capacité autorégulatrice. Un bébé, il en a un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, il est super excité. On le prend dans les bras, on le serre, on le regarde. Allez, doucement. Ça suppose que soi-même, quand on fait ça, on est suffisamment régulé. Parce que si je fais « Allez, arrête, calme-toi quand même !» je ne suis pas sûr que ça va vraiment aider au problème. Donc on est bien. Mais je rigole comme ça, mais c'est pour montrer que la régulation, elle est vraiment là aussi un concept de réciprocité. Elle est dans la réciprocité. Et enfin, 6e propriété du lien d'attachement, et non des moindres, la réparation. La réparation, ça veut dire que si à un moment donné, maman ou papa, ou qui que ce soit, répond d'une manière qui est brutale, inappropriée, et que ça met bébé dans un état, alors soit d'hyperactivation, il proteste, il pleure, soit de figement, je m'en rends compte. Je m'en rends compte, je lui dis, je le reconnais. Oh, excuse-moi. Oh, viens. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'étais pas là, tu sais. Ah. Et le bébé l'éprouve, le vit. Il éprouve ce qu'est la réparation. Ah, cet adulte-là, cette figure d'attachement, a compris, me répond, me régule. Ça fait du bien. Et peu à peu, cet enfant apprend ce qu'est la réparation et va pouvoir aussi réparer les moments où lui-même ou elle-même, petit garçon, petite fille, commence à donner des coups de dents ou des coups de pied. Puis à un moment donné, amener une marguerite en disant « Oh pardon, tu sais, non, non, bon. » La réparation, vous savez, on sait tous, un psychothérapeute, il y a de moins en moins de gens qui arrivent et qui savent ce qu'est la réparation. Ils n'ont pas vécu au sein de leur propre famille ce qu'est la réparation. La société offre de moins en moins, je crois, des modèles de ce que sont la réparation. Donc c'est quelque chose de tellement important. Et c'est ça, réparer le lien, c'est ça qui peut sauver aussi la relation humaine, les relations humaines, et peut-être, qui sait, l'humanité. Le second objectif thérapeutique concerne, après ce premier qui est reconstruire ou reconstruire le lien d'attachement, thérapeute étant base de sécurité. Le deuxième objectif thérapeutique concerne la libération de l'énergie traumatique séquestrée dans le système nerveux autonome. Et oui, c'est que le trauma préverbal, il active le bébé qui fait « Ah !» Et cette énergie activée, même si secondairement après avoir fait « Ah !» il fait « il se fige », l'énergie activée reste dans le système. Elle reste dans l'organisme. Vous savez, c'est comme quelqu'un fait « Ah !» Puis après, oui, ça va bien. Et c'est le stress post-traumatique. Et ce stress post-traumatique qui reste dans l'organisme, il attend une chose, d'être libéré. Et d'être libéré comment? Entre autres par les tremblements. Le tremblement, c'est la réponse neurobiologique au trauma. C'est pas, alors, il n'y a pas que cette réponse-là, le tremblement. Vous savez, quand vous avez eu peur, quand on a eu peur, on tremble. Pas beaucoup de gens, parce que les gens immédiatement se disent « Ah non, c'est mieux de ne pas trembler, parce que quand même, ça foutrait mal si je me mets à claquer des dents, à trembler. » Hélas. Donc, comment libérer cette
énergie traumatique séquestrée dans le système nerveux autonome, c'est très important, et ça se fait d'une manière corporelle et pas verbale, mais je vais passer rapidement, parce que vraiment j'exagère là. Et le troisième et dernier objectif thérapeutique concerne la construction de nouvelles expériences qui n'ont jamais été construites, qui n'ont parfois jamais été construites. Un exemple, comment on se protège ? Comment on se protège et comment on se défend? Pas toujours en parlant. Il faut aussi pouvoir dire stop, mettre des limites et les mettre physiquement. C'est dans l'expression, c'est dans ce qu'on dégage, dans sa posture qu'on met des limites. C'est dans le geste, dans le mouvement qu'on met des limites. C'est parfois dans sa capacité à repousser l'autre. Mais il y a trop de gens qui abandonnent leur place. Ils laissent l'autre prendre leur place. Parce qu'ils ne savent pas mettre des limites, parce qu'ils n'ont pas cette expérience affectivo-motrice de mobiliser leur corps, de l'éprouver, de savoir comment faire, par exemple pour mettre une limite. Et d'autres expériences de ce type qui impliquent le corps et la motricité, l'expérience concrète, mais encore une fois, l'expérience concrète dans la relation thérapeutique. C'est pas de la gymnastique tout seul qu'on fait, c'est vraiment dans la relation thérapeutique. Voilà, donc je voulais vous dire en conclusion que celui qui fut mon thérapeute, Alexander Lowen, que j'avais été voir à New York pour faire ma thérapie avec lui, après avoir fait des années de psychanalyse, après avoir ressenti les limites que ça avait émotionnellement sur moi, j'ai découvert donc cet homme que je ne connaissais pas, Lowen, sa pratique, l'analyse bioénergétique, et quel impact fondamental ça a eu sur moi, sur ma personnalité, sur mon développement, et bien sûr sur la manière dont, dorénavant, j'avais envie de pratiquer l'exercice psychothérapeutique. Et donc, Alexander Lowen a été l'un de ceux, après Reich, qui a développé cette approche qui est aussi du bas vers le haut. C'est-à-dire de comment je peux éprouver ce qui se passe dans mon organisme, comment je peux en faire l'expérience concrètement, et comment je peux bien sûr en développer des représentations et des significations, mais pour moi, le sens précède toujours la signification. Et ce ne sont pas des synonymes. Donner un sens et donner une signification, ce n'est pas la même chose. Un sens, par exemple, je suis dans le métro, comme ce matin, je prends le métro et à un moment donné, j'ai croisé le regard d'une dame qui était là. Et notre regard s'est croisé, mais on s'est regardé, alors, un peu plus insistante que quand on fait ça, peut-être pendant 6 secondes. C'est une vieille dame. Puis le métro s'est arrêté, elle est sortie. Et cette rencontre avait un sens pour moi. Je ne sais pas quelle est sa signification. Je peux bien sûr, je pourrais réfléchir là-dessus. Mais cette rencontre avait un sens. Et le sens est toujours d'ordre émotionnel. Il est toujours affectif. C'est un sens de rencontrer les gens, même si on ne se parle pas, même si ce n'est que pour quelques secondes ou quelques minutes. Alors, c'est peut-être aider ces gens qui ont eu des traumas du développement et qui sont restés dans l'hyperactivation sans plus pouvoir donner du sens ou de la signification aux choses, ou ceux à l'inverse qui sont restés dans le figement, qu'on a aidé en imaginant que notre aide, elle n'est pas que dans la compréhension, elle n'est pas que dans l'échange verbal, mais elle est aussi dans la qualité de présence et bien souvent dans la capacité d'interagir. Et il y a agir dans interagir. Je vous remercie.